Jacques, bonjour. Bonjour. Vous étiez ou vous l'êtes encore, journaliste? Je suis toujours journaliste parce que lorsqu'on est tombé dedans, on en sort difficilement. Oui, c'est ça. Mais j'ai été très longtemps à France Télévisions et là, je ne suis plus à France Télévisions. Le fond de la question, c'est que je ne pouvais plus faire exactement ce que je faisais depuis 30 ans. Vous faisiez quoi? Parce que France Télévisions, c'est vaste pour ceux qui connaissent. Moi, j'étais à France 2 et je faisais essentiellement du magazine, du documentaire. Du magazine à l'époque d'Envoyé spécial. C'est-à-dire que ça commence à dater. Ouais. Et puis du documentaire où j'avais une ligne de documentaire qui s'appelait Dans le secret 2. Et où j'ai fait une 35-40 documentaires, jusqu'au moment où le dernier que j'ai proposé d'ailleurs était dans le secret de l'élection d'Emmanuel Macron. D'accord. Ça m'intéressait d'aborder le sujet, de voir dans le détail à peu près comment les choses avaient été montées, et avec la presse, avec les puissances financières et autres. Et là, très franchement, j'ai été confronté, c'était une première, j'ai été confronté à des gens qui, je crois, m'ont pris pour un cinglé, qui a osé proposer un documentaire comme celui-là. J'ai insisté, j'ai vu que ça ne pouvait pas se faire, et donc à partir de là, bon, Comment il s'appelait? j'avais plus ma place. Comment vous avez dit, il s'appelait Le documentaire en question, Ouais. Dans le secret de l'élection d'Emmanuel Macron. D'accord, il n'est jamais sorti donc. Oui, donc non seulement il n'a jamais été sorti, mais il n'a jamais été tourné. Et bon, c'était incongru de proposer un documentaire comme ça. On arrive au bout d'une censure pour vous, on vous bloquait Ouais, c'est ça je pense, oui, il y a eu un changement, oui, très net. De direction, de hiérarchie, de supérieur. Il y a eu un changement de fonctionnement très net, où la liberté qui pouvait être celle de gens qui travaillaient comme je le faisais, était une liberté légèrement entravée. Donc à partir de là, je veux dire, on ne peut pas se battre contre des moulins à vent, on a fait son temps. C'est très récent. C'est plus possible. C'est très récent en fait. Il y a 2 ans, on aurait pu penser que c'était quand même depuis un certain temps que beaucoup avaient quitté, ou plutôt des personnes comme vous qui ne pouviez plus travailler. Moi j'ai vécu ce tournant, on va dire, dans les... allez, pour compter large, dans les 5 dernières années. Ouais. Depuis l'arrivée un peu de la République En Marche, ou le nouveau président en 2017. Je pense que la République En Marche, ça a été de ce point de vue un tournant, un tournant, ça a été une accentuation terrible de germes qui existaient précédemment. Mais si vous voulez, je vais prendre des exemples. Sous Sarkozy, j'ai pu faire des documentaires. Oui. Et j'ai pu mettre en cause, par exemple, la politique pénale de Sarkozy et sa politique judiciaire, de façon virulente, de façon précise. J'ai eu des débats, il n'y a pas eu de problème. Ça a été diffusé, ça a été fait. Je n'ai eu aucune demande sur le travail que je faisais dans un sens ou dans un autre. J'ai pu le faire. Sous Macron, c'est plus possible. Voilà, c'est tout. Alors, c'est vrai qu'avant, il commençait à y avoir des tendances de style et il commençait à y avoir des espèces non pas de pression, mais de crainte qui étaient visibles de la part d'une hiérarchie qui existait et qui était plus en prise au pouvoir politique. Mais il y avait encore une hiérarchie qui pouvait résister. Et puis, à un moment donné, où ça n'a plus été possible. C'est-à-dire qu'avec Macron, c'est terminé. On a affaire à une série de responsables qui, à mon sens, sont aux ordres d'un pouvoir et comprennent d'ailleurs qu'ils font partie du même monde. Vous voyez, c'est le même petit monde qui est entre soi, et ce petit monde entre soi fait que sans doute il faut se protéger, sans doute il faut s'alimenter, etc. Et là, vous étiez à France Télévisions. Après, vous avez constaté que c'était la même chose aussi pour des boîtes privées comme Groupe Canal+. Ça arrive un peu partout pareil. Je pense que dans toutes les chaînes, je pense que dans tous les médias, c'est la même chose, malheureusement. Et que, donc moi, si vous voulez, j'ai pris un biais un peu différent. Parce que, comme je vous le disais, lorsqu'on est tombé dedans, on a du mal à s'en sortir. Nul n'est parfait. Ouais. Et je pense que quand on a été journaliste, on le reste jusqu'à la fin de ses jours. Donc j'ai essayé là de mettre en place une chaîne YouTube qui est un peu confidentielle, mais qui est mieux que rien. Vous voulez en parler? Comment elle s'appelle? C'est une chaîne qui porte mon nom, Jacques Cotta. Jacques Cotta. CO2TA. Voilà, et puis qu'on trouve sur YouTube. Je l'ai lancé il y a 6 mois, il y a 1 millier d'abonnés aujourd'hui, et puis ça se développe petit à petit, doucement. C'est pour ça qu'il faut prendre la peine, vous avez le droit de faire de la pub, c'est pour ça que c'est bien de pouvoir en parler. Ouais. Dites confidentiel parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais Jacques Cotta, vous pouvez y aller, on est en direct sur YouTube, sur ma chaîne, on est sur Réservoir à PPS, ici. Ouais, super. Et on a toujours, je sais pas si on peut dire, il y en a qui n'apprécient pas ce mot-là, courageux, vous venez, on est avec des gilets jaunes qui veulent des fois être assez percutés les journalistes, essayer d'en croiser s'ils sortent de Radio France ou de CNews, et vous êtes là, je ne sais pas si tout le monde va savoir. Je trouve que c'est la moindre des choses. Si je pense que si on est journaliste, on est là, pour être clair. C'est important de parler. Je crois qu'il n'y a pas le choix, parce que, comment dire, on ne peut pas être journaliste en même temps être mesuré sur l'essentiel. Si on est journaliste, on a un point de vue, et son point de vue, on le fait prévaloir. Ça ne veut pas dire qu'on déforme la réalité, mais ça veut dire que partant de cette réalité, on essaie de lui donner un sens. Et le sens de la réalité dans laquelle nous sommes, elle est là aujourd'hui. Elle est sur ce trottoir. C'est ça que je pense profondément. Elle est avec ce gilet qui est jaune, elle n'est pas ailleurs. Elle est avec cette France profonde qui est méprisée, qui est rejetée. Elle est là la réalité. Et on ne peut pas, à mon sens, vouloir essayer de comprendre le monde et avoir la prétention de vouloir en expliquer un certain nombre d'éléments en étant à l'extérieur.
Si on est à l'extérieur, on est dans les salons et on fait un autre métier, on fait autre chose. Si on est dans le monde, on est ici et on est à côté des gens qui sont là. Jacques, vous comprenez comment fonctionne ce monde? Parce que je sais pas, je pose la question parce que est-ce que si vous étiez encore chez France Télévisions, on vous laisse faire ce que vous voulez faire, vous parlez de quoi? De la crise, vous remettez en question ou pas? Parce que la remettre en question, maintenant, c'est bien difficile. Si vous voulez être dans ce monde actuellement, c'est ça qui n'est plus possible. Comment dire? Moi, je pense qu'à l'époque, lorsque je pouvais faire mon métier normalement dans des cadres institutionnels comme France Télévisions, eh bien, jamais je n'aurais accepté personnellement en tant que journaliste que, par exemple, la question du vaccin soit traitée comme elle l'est, qu'un type comme Raoult soit jeté. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne tranche pas. Moi, je ne dis pas l'un a raison, l'autre a tort. Oui. Ça n'est pas le sujet. Je pense que, par contre, tous doivent pouvoir exposer leurs arguments et on doit, nous, pouvoir enquêter pour essayer de voir quel est le sérieux ou pas. Avec une neutralité, ouais. Mais aussi un engagement, d'ailleurs, qui est l'engagement du métier dans lequel on est. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a un certain nombre de porte-parole qui ont la parole régulièrement sur l'ensemble des chaînes de télévision, et puis d'autres qui ont une parole qui n'est pas correcte, qui n'est pas respectée comme telle, et qui donc doivent se taire. Je pense que vous savez, ça rend dingue beaucoup de personnes dans la rue, des gilets jaunes, des Français, ce qui se passe sur les plateaux, ce que ces personnes peuvent se dire. Il y en a beaucoup qui disent, mais si je pouvais être là, je pourrais affirmer quelque chose, mais parce qu'il y a toujours la même parole, le même côté. Quand ils invitent parfois des personnes qui peuvent avoir un avis différent, ils sont très minoritaires, et puis ils sont tous en train de, des fois, leur couper la parole. Je suis bien d'accord avec vous. Vous savez, vous connaissez le système, vous connaissez les mécanismes. De toute manière, malheureusement je connais le système de l'intérieur. Enfin, je l'ai connu de l'intérieur, et malheureusement, je le vois de l'extérieur aussi, comme tout citoyen. Et c'est vrai que c'est insupportable. C'est vrai que c'est insupportable. Vous savez, ça me fait penser, par exemple, il y a une vieille image de Steve que j'ai toujours gardée en mémoire. C'était à l'époque de la grève des retraites en 95, où vous aviez, dans cette grève générale, des piquets de grève dans le froid et dans la neige qui se tenaient, et où vous aviez un plateau de télévision, je ne sais plus qui était sur le plateau, peu importe, mais c'était un plateau de télévision sur lequel on expliquait tout compte fait à ces gens qui se les gelaient pour parler vite et pour parler directement, pour essayer de gagner leur retraite et de ne pas crever. On leur expliquait tout compte fait qu'il fallait être mesuré, qu'il fallait être raisonnable et que ce serait bien de rentrer chez eux. Mais c'est exactement ça. Je pense que cette image qui était exceptionnelle à l'époque, qui avait marqué tout le monde, qui avait choqué tout le monde, c'est devenu une image généralisée. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils disent tous. Et c'est ça qui est insupportable. Ça commence à glisser depuis des années, donc c'est un glissement jusqu'à maintenant. Malheureusement, c'est un glissement depuis des années, mais c'est un glissement envahissant. C'est-à-dire que c'est un glissement qui peu à peu a pris le pas. À l'époque, il était marginal, et à l'époque, il était exceptionnel, il était insupportable, et à l'époque, à l'intérieur des chaînes, vous aviez des dizaines et des centaines de types qui se dressaient pour dire c'est inadmissible, et bien aujourd'hui, tout le monde est couché. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Vous savez, il y a eu un autre exemple, 2005, le référendum sur la question européenne. Moi, j'ai été avec quelques-uns, avec Pierre qui est ici, et puis avec d'autres. J'ai été à l'initiative d'un appel qui s'appelait « Le non censuré dans les médias, ça suffit ». C'était à l'époque où il n'y avait que la parole pour le oui. On a fait un appel, on a été débordés parce que très très vite, je crois en 3 jours, il y a plus de 12 000 signatures sur Internet. Donc, avec des centaines de journalistes. Vous aviez dans cette maison Radio France, vous aviez à France Télévisions, vous aviez à TF1, à Canal+, vous aviez des dizaines et des dizaines de confrères qui signaient, qui s'engageaient pour dire le non doit pouvoir s'exprimer. Et vous aviez d'ailleurs un clivage social très important. En dessous de 2005 par mois, ça signait. Au-dessus, ça signait plus. C'est-à-dire que c'est une réalité. À la machine à café, on les voyait dans les couloirs. On les voyait, on les sentait. On sentait ceux qui étaient pour, on sentait ceux qui étaient contre, on sentait ceux qui s'en foutaient, on sentait ceux qu'on dérangeait. Eh bien, ça signait. Aujourd'hui, et aujourd'hui, normalement, vous devriez avoir le même type de mouvement sur ce qui se passe dans ce pays, où les libertés sont anéanties, où elles sont supprimées, où vous avez eu une loi sécurité globale qui fout en l'air ce qui reste de dignité et de liberté pour les individus, et où tout le monde cache que demain, le grand drame social va apparaître. Parce que le quoi qu'il en coûte va apparaître pour ce qu'il est, ils sont en train de différer la misère. La misère, elle va s'abattre. Vous avez des centaines d'établissements qui vont fermer, des centaines de milliers de mecs qui vont se retrouver sur le carreau. Et tout le monde fait comme si. Eh bien, c'est ce comme si qui est insupportable. Et c'est pour ça que là, vous n'avez, à mon sens, que quelques dizaines de personnes à tout casser. Et c'est pour ça que la vraie vie, elle est là. La réalité, elle est là. Elle n'est pas là-haut où ils sont feutrés au chaud. Elle est ici, dans le froid, parce que c'est là qu'est la vie, c'est là que sont les gens qui, moi, à mon sens, ont un sens, mais qui font communauté et qui créent la réalité. Sur les plateaux de télévision, ils sont tous intelligents. On va dire qu'ils sont tous intelligents. Ils sont tous au courant de ce qui se passe. Ils ne peuvent pas en parler.
Ils sont tous sur la même direction. Ils le savent ou pas? Ils le savent. Vous savez, ils sont tous intelligents. Je me pose la question des fois. Eh ben, bon, moi, je vais vous donner ma réponse. Je pense qu'il y a des gens intelligents. Je pense qu'il y en a, comme dit Emmanuel Todd, qui sont des crétins instruits et qui occupent le terrain. Donc il y a de tout. Sur les plateaux de télévision, vous savez, c'est comme ailleurs. Plus ou moins conscient de la réalité économique d'un pays qui s'effondre. Plus ou moins. Ouais. Pas tous, au même point. Plutôt moins, je pense. Plutôt moins, si vous voulez, je pense. Moi, je veux pas avoir une vision policière. Parce qu'ici, personne ne veut leur donner des excuses. Et de dire qu'ils sont pas intelligents, pour moi, c'est une excuse. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément là à dire ça. Quoi. Ouais, mais à la fin, comment vous dire? Moi, je ne pense pas, je ne veux pas avoir une vision policière du truc, où, en fait, ces gens sauraient, et au compte d'intérêts qui sont ailleurs, feraient le contraire de ce qu'ils savent. Non, moi je pense que c'est plus compliqué que ça, malheureusement. C'est que pour un certain nombre, ils savent rien, quoi. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils ont mis leur téléphone pour savoir ce qui se passe sur les réseaux, pour taper aussi sur des soi-disant complotistes parce qu'ils ont proposé la vérité avant eux. Exactement. Et d'ailleurs, là, si vous êtes sur le complotisme, c'est incroyable, parce que le complotisme et ceux qui tapent dessus, c'est en fait les deux faces de la même médaille. Les complotistes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que ça existe aussi. Ils vont chercher des images d'Épinal pour essayer d'expliquer le drame dans lequel nous sommes. Mais qu'est-ce qu'ils cachent de ce point de vue? Ils cachent le fond de la question. C'est le rapport social dans lequel on est. C'est le capitalisme qui crée cette situation. Et il n'y a pas besoin, pour expliquer le capitalisme, de s'acharner sur Soros, sur Bill Gates, sur Rothschild, je ne sais pas qui. Ce sont des images. C'est le capitalisme, c'est le rapport social qui est en cause et qui est la réalité des choses. Et ceux qui dénoncent le complotisme, d'ailleurs, de ce point de vue, et qui voient tout sous l'angle du complotisme, ne font aussi que cacher cette réalité sociale. C'est tellement simple. Or, en réalité, si vous voulez, je pense que ce que tout cela exprime, c'est que le capital produit la crise et que on ne va pas en sortir si on ne pose pas ces problèmes-là. Ouais. Je vous remercie, Jacques. Je vous en prie. Jacques Cotta, chaîne YouTube. Vous restez pour les Gilets jaunes, là, un peu Bien sûr. Mais je vous laisse, mais les Gilets jaunes, vous suivez depuis toujours? Dans la profession, on va se tutoyer. Oui. C'est habituel. Hein. Le vous me... Mais c'est en dehors de profession. Au début, je vous vois. Après, si je tutoie, je tutoie. Non, on se tutoie, quoi. On est intime. C'est gentil. Sur les Gilets jaunes, tu veux dire? Depuis toujours, tu suis les Gilets jaunes. Depuis, j'ai fait la première manifestation, j'étais à Paris. Je suis à la fois à Paris en province. La première, j'y étais. Et ensuite, j'ai créé un groupe dans le sud de la France. Et puis ici, et puis là-bas. Enfin, voilà. Mais parce que c'est la vie. Parce que c'est comme ça. Parce que j'ai rencontré chez les Gilets jaunes des gens. Je repars pour un tour. Vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas trop te prendre ton temps, mais non. Tu sais, j'ai rencontré chez les Gilets jaunes des gens avec qui j'aurais jamais imaginé avant de les rencontrer qu'on ferait un bout de chemin ensemble. Ouais. Jamais. Il y a des personnes exceptionnelles aussi. Bien sûr, je me suis rendu compte que c'était des gens dont je me sens plus proche qu'un certain nombre d'autres qui, lorsqu'ils m'ont vu avec le gilet traverser, ne me disaient plus bonjour. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Et donc c'est ça la réalité aussi, la réalité sociale, la réalité sociologique et politique de la chose. Donc oui, bien sûr, depuis le premier jour, et puis voilà. Et ta chaîne, elle parle de quoi ? Tu veux faire quoi sur ta chaîne ? Tu veux exprimer des choses que tu ne pouvais pas exprimer chez France Télévisions quand tu as quitté ? C'est-à-dire que si tu veux, essentiellement, j'essaie d'aborder avec un ton qui est celui que j'essaie d'utiliser là, parce que c'est le mien, de façon assez directe, les problèmes politiques, sociaux qui se posent, et dont en réalité les grandes chaînes ne parlent pas, ou parlent de façon très déformée. Voilà. Donc ça aborde toutes les questions. Je veux dire, par exemple, la prochaine chose, je vous le dis, c'est pas encore sur ça va y être bientôt. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Victor Hugo, qui sur une question précise règle son compte à Macron. Et ça sera sur ma chaîne dans les jours qui viennent. La tactique. Je reste sur la tactique. Merci, voilà. À tout à l'heure peut-être. Ouais, bien sûr. Merci Jacques. Allez, à plus. Merci messieurs. Vas-y, bois un petit coup. Salut, d'abord, salut Rémi. Bonjour Marie-Jeanne.